C'est vrai qu'au Québec, s'attaquer aux tétralogies shakespeariennes, c'est pas fréquent. Pourquoi? Plus de 2000 pages à lire, à comprendre. Donc, à démêler. C'est 1 an de travail au bas mot. Si tu décides juste de ne pas réécrire, là, de monter les Shakespeare tel quel. C'est 342 personnages. C'est 342 personnages. Et nous, là, je veux dire, on peut le dire, là, à plusieurs reprises, on a voulu. Heureusement, jamais tout en même temps parce que le projet serait mort. La tour de rôle a abandonné devant l'immensité de la tâche. Tout le monde qui écrivait du théâtre écrivait sur les rois. C'était... Au moment où il commence à écrire, là, il y a eu des Richard II. Comme les Grecs qui écrivaient juste sur les comme Sophocle n'est pas le premier à écrire sur Antigone. Là. Il y a eu 15 Antigones avant lui. Il s'en inspire. Le cycle des rois constitue donc en 2 tétralogies, c'est-à-dire en 8 pièces. Dans ces 8 pièces, il y a 5 rois qui sont donc Richard II, Henri IV, Henri V, Henri VI et Richard III. D'où Five Kings. Il a écrit les tétralogies à l'inverse de la chronologie historique. Il a commencé par les derniers rois, puis là, voyant le succès de ça, il a fait comme Star Wars. Hein? Il a fait le 1, 2, 3 avant le 4, 5, 6. Ça a un impact énorme. Ça a un impact énorme, puis déjà dans ses monologues, là, les spectateurs de son époque là, comme capotent. Ce qui amène le part 2, ce qui amène le part 3, on lui en demande. Moi, je suis toujours étonné parce qu'on les connaît pas, ces rois-là. En fait, ici, ils sont rarement montés. On les voit très rarement. À part Richard III. À part Richard III, qu'on connaît un peu vaguement, parce qu'on sait que, bon, il est bossu. Mais même Richard III, il n'y en a pas 5 par année, là. Non. Ça ne fait pas partie là, intrinsèque de notre culture. Richard II, moi, c'est un personnage que j'adore. C'est un personnage c'est le roi faible. C'est l'image un peu du roi éperdu qui s'en remet au destin. Qui se sent dans les mains d'un destin plus grand sur lequel il n'y a pas d'emprise, en fait. Là. Henri IV, c'est le roi ambitieux qui est nourri de sa vengeance, puis qui essaye d'asseoir une hérédité, puis qui est déçu par son fils. Son plus grand désarroi, c'est son fils. Qui va devenir Henri V. S'il ne meurt pas, Henri V, la France appartient à l'Angleterre. Oui, c'est un des rois les plus populaires encore aujourd'hui en Angleterre. Ouais, c'est le grand roi patriotique. Il vient du peuple. Ouais. Il a touché Il a touché à la taverne. Oui, c'est ça. Il a touché Et il a surtout conquis, c'est un grand roi guerrier. Il a conquis la moitié de la France. Là. Henri VI, c'est le roi qui ne voulait pas être roi. C'est le roi qui ne veut pas être roi. C'est ça. Ils pensent tous quand même à la suite, après eux, sauf Richard III. Ça, c'est intéressant. Tous. Hein? Richard II, il pense quand même à sa suite, il pense à sa femme, il essaie de laisser un legs, la paix, etc. Henri IV, il pense à son fils, c'est super important. Henri V aussi, il se marie avec une étrangère, il a un enfant. Il pense... Richard III, après moi le début. No future. Ça aussi, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, d'assez parlant avec notre époque. Puis nous, on s'attaque à ça. On s'attaque à ça, mais il y a des moments où ça s'attaque à nous, d'ailleurs, on y reviendra. Il y a des moments où tu es attaqué par ça. Hein? C'est une œuvre qui a sa propre vie, puis là, tu es comme, ça va me manger. T'as plus de, tu sais, ça te fuit, là, et là, tu fais, c'est en train de me ronger au complet. Mais en même temps, là où on a, je pense, été intelligent, c'est-à-dire qu'on a décidé de se l'approprier. Puis je pense que c'est là... maintenant, c'est ce qui nous aide. Là, oui, c'est ça. Alors, notre référence, elle est plus shakespearienne, elle est plus de Wells. Ben oui. Complètement. C'est un texte d'Olivier Kemel. C'est ça, exactement. Je pense que ça, pour nous, je pense que c'est important d'avoir passé par tout ce chemin-là pour arriver à ça. Ouais. Dans nos recherches, on s'est rendu compte que Shakespeare, jusqu'en 1850, était vraiment hyper populaire. C'était... on ne peut pas imaginer, là, il était monté dans des saloons dans le Far West. Là. Les gens connaissaient Richard III. Les analphabètes pouvaient réciter des passages d'Hamlet. Comme les contes de la chasse-galerie à une certaine époque pour le Québec. Là. On se racontait ça autour du feu. Ça fait partie de la culture populaire. T'sais. Puis à partir de milieu du 19e siècle, ben là, il commence à y avoir du monde qui dit non, c'est pas comme ça qu'on joue Shakespeare. C'est pas comme ça qu'on le prononce. Je trouve ça tragique, cette fracture-là qui a eu lieu dans la culture occidentale. Le moment où on s'est dit, ben là, il y aura les musées pour les riches, il y aura les pièces pour les riches, puis pour les pauvres, ben, il y aura de la boue. C'est pas fini, là, ce débat-là. Là. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'on l'a comme enterré puis on n'en parle plus. On a comme abandonné cette lutte-là. Comment ça se fait qu'on a dépossédé une partie de la population de ce qui lui appartenait? Ça appartenait au patrimoine. Et on a décidé de les mettre dans des cages dorées, tu sais.